Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sujet de l'UX UI design et un webinaire qui va être anglais sur comment s'orienter dans la galaxie de toutes les méthodologies UX UI qui existent et essayer de vous faire un peu comme des cas et des patterns pour voilà, vous y retrouver et vous expliquer un peu plus toutes ces méthodes. Donc, c'est un webinar qui va être un peu plus expert, entre guillemets, dans le sens où il y en a déjà un qui existe, où on a retracé beaucoup la méthodologie UX au global. Et là, on va venir un petit peu plus resserrer et faire des effets de loupe pour expliquer les choses. Avec vous aujourd'hui, Rosalie Mangenot, qui fait partie Bonjour. du chez Admio, UX UI chez Adimeo, du coup. et moi-même, donc UX UI, et responsable du studio graphique. Au cas où vous ne connaissiez pas le groupe Adimeo, donc nous vous accompagnons pour faire du digital le levier de votre croissance. Voilà, c'est ce qui nous anime au quotidien. Vous accompagner à chaque étape de votre transformation digitale pour ce qui est de la création de nouveaux outils, s'intéresser à vos organisations pour voilà, essayer d'innover et de lier des complexités, de tester des nouvelles technologies, aborder des nouveaux dialogues avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Pour cela, on a 4 piliers, donc le conseil et la stratégie, le design et l'innovation, dont Rosalie et moi faisons partie. Tout ce qui passe par de la recherche utilisateur à la création de design system, donc voilà toute la méthodologie UX/UI. On a aussi de la production technique, voilà, qui est le métier historique du groupe Adimeo, et du marketing digital pour tracer voilà, le parcours de l'utilisateur dans le référencement. Au programme, donc on va faire une courte introduction où on va s'intéresser aux grandes phases du design thinking, qui est en gros une matrice méthodologique pour comprendre la méthodologie UX/UI. Et on va faire donc, comme je le disais, des cas en reprenant donc 3 grandes possibilités de travaux, soit la refonte d'un site existant, l'amélioration d'un site donc, qui a déjà été fait. Et donc, c'est comment on va venir faire des améliorations. Mais donc, en gros, on va piocher dans la méthodologie UX, mais pas forcément de la même manière qu'on ferait une refonte. Et pour finir, on aura la création d'un tout nouveau produit. Donc, en gros, on a les mêmes pièces du puzzle, sauf qu'on va venir jouer avec et venir les mettre soit un petit peu avant, soit un petit peu après, etc. Donc, effectivement, ça, je l'ai déjà dit. Voilà, vous donnez les clés pour garantir la meilleure expérience utilisateur. Et on enclenche directement avec les grandes phases du design thinking. Donc, le design thinking, c'est en gros une démarche de résolution de problèmes à la base qui a été pensée par un grand groupe de conseils qui s'appelle IDEO. À la base, ce n'est pas forcément fait pour faire du design d'interface, mais pour résoudre des problématiques, que ce soit des process métiers, etc. Sauf que ça marche évidemment très très bien pour les produits, pour la création de produits digitaux où il faut donc innover. Et les grandes étapes de ce design thinking sont rechercher, définir, explorer, concevoir, tester et valider. Donc rechercher, ça va être de s'immerger totalement dans la problématique au départ, essayer de se documenter, d'aller voir s'il y a déjà eu des essais, même voilà, des écrits scientifiques pour se poser les bonnes questions et voilà, se faire un référentiel de connaissances. Et bien sûr, aller à la rencontre des utilisateurs, des parties prenantes, donc voilà, des gens qui vont faire partie du projet de la résolution de problèmes. Ça va nous aider du coup à définir quelle va être la bonne démarche de résolution du problème à suivre. Un problème on peut
prendre un problème de 1000 manières différentes. Et cette phase-là, elle sert justement à se poser les bonnes questions pour ne pas partir dans la mauvaise direction. Quand on a fait ça, du coup, on s'est dit, OK, ça, c'est le bon cap. On peut commencer à explorer. Donc, c'est là où on va avoir toute la panoplie des méthodologies pour générer des idées. Donc, voilà, tous les brainstorming, etc., etc. Ça va être dans cette phase-là pour pouvoir donc générer des idées qui vont nous amener après à une notion où on va essayer de recentrer ces idées pour arriver à la bonne idée et attaquer, par exemple, nous, dans le digital, du coup, quels vont être les bons produits, quelles vont être les bonnes fonctionnalités et voilà, pas se perdre en route, quoi. Quand on sait exactement ce qu'on veut comme socle fonctionnel, on va le concevoir. Donc, c'est là où, en gros, on va retrouver tout ce qui est maquettage, prototypage, etc. Voire développement, ça dépend dans quel socle. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'UX UI, mais évidemment qu'un produit développé à son maximum et qu'on peut interagir dessus directement en production, c'est le prototype le plus abouti où l'utilisateur va être vraiment en conditions réelles pour le tester. Et donc, quand on a conçu ça, évidemment, faire des tests pour valider les intentions qu'on s'est données au départ dans le cycle de recherche, parce que c'est là que tout se joue dans la phase de recherche, c'est qu'on va poser des hypothèses, puisqu'au début, on est un petit peu dans le flou. Donc, en fonction de ce qu'on a entendu des utilisateurs, de la documentation qu'on s'est fait, est-ce que nos hypothèses de départ ont été la bonne? Donc, ça, c'est vraiment la grande vision des choses. Pour rendre ça un peu plus visuel, pour que ça soit un peu plus facile, il y a cette visualisation qui est donc le double diamant, qui est globalement la même idée, sauf que ça aide les gens à se représenter le projet un peu plus visuellement. Et donc ça a été designé par la UK Design Council. Et globalement, on a les mêmes idées. Au lieu de rechercher, on va appeler ça découvrir, puisqu'on va découvrir quel est le problème à résoudre. Donc, on va passer par des phases d'observation où il y a de la recherche utilisateur. Donc, on va reprendre les mêmes idées de l'immersion, essayer de comprendre, essayer d'observer des comportements pour pouvoir se faire une idée. Et en gros, pourquoi c'est un double diamant? C'est parce que les projets, dans ces projets-là, en gros, on va alterner des phases de divergence. Donc, l'observation, par exemple, on va en apprendre énormément. Le champ des possibles s'ouvre. Et comme dans tout projet, le but, c'est quand même d'être pragmatique. Donc, il y a des phases qui vont nous aider, du coup, à resserrer le champ des possibles. Typiquement, voilà, dans une phase de recherche utilisateur où vous avez rencontré vos utilisateurs, les utilisateurs, eux, ils ne se soucient pas de choses pragmatiques comme du temps et du budget. Ils veulent tout. Le problème, c'est que du coup, nous, on va évidemment devoir redéfinir tout ça et prioriser et arbitrer des choix. C'est ce qu'on fait donc en phase de définition pour arriver au deuxième losange rose entre le 2 et le 3, qui est voilà, là, on sait où on va, on a notre proposition de valeur, on sait quelle est la problématique à résoudre, et maintenant, on peut y aller. Et on part, donc voilà, en création, en construction, et on peut rediverger, puisque là, voilà, vu que c'est un peu de l'architecture, effectivement, l'UX UI design, mais ça laisse quand même libre interprétation. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est encore une source de divergence, puisque on ne voit pas une fonctionnalité. Par exemple, de recherche, vous la voyez d'une façon, Rosalie et moi, probablement qu'on ne la voit même pas de la même manière, alors que ça fait des années qu'on travaille ensemble. D'où le champ des possibles et d'où la divergence. Et l'idée de faire de l'implémentation et surtout des tests utilisateurs, ça va être de venir resserrer le champ des possibles pour revenir à le point de départ qui est l'utilisateur, est-ce qu'il va adhérer ou pas à ce produit.
Globalement, ça, c'est la grande matrice, c'est la grande méthodologie. Et maintenant, c'est pour ça qu'on a ce webinaire, c'est pour essayer de recentrer ce débat. Ça, c'est une slide, effectivement, pour venir étayer ce qu'on vient de dire. Donc, parce que là, on a fait le schéma du double diamant, mais évidemment qu'il y a un milliard de méthodologies qui existent. Et le problème, c'est comment on s'oriente dans la galaxie, c'est possible, puisque évidemment, le temps n'est pas infini et qu'il faut être pragmatique et efficace. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est de commencer par un cas de refonte de site. Oui, donc dans le contexte d'une refonte de site, donc je pense que vous savez peut-être en quoi ça consiste. Ça va être de revoir complètement de manière plutôt approfondie un site internet, donc que ça soit dans son ergonomie, dans l'ajout d'une charte graphique ou même dans sa structure technique. On va avoir un certain nombre d'étapes, donc en sachant que là, ce qu'on propose, c'est une proposition selon un projet, mais certaines étapes vont pouvoir être plus ou moins approfondies, où il y a des étapes qu'on peut aussi passer dans certains cas. Donc, pour expliquer un peu ce slide, ça va être en rouge les éléments qu'on va nous travailler sur les slides suivantes, sur lesquels on va faire un focus. Donc, on retrouve ici les étapes du design thinking que Daniel a expliqué tout à l'heure, qui vont être plus ou moins séparées en fonction de qui va travailler sur quoi dans les différents projets. Donc, pour commencer, on va approfondir un peu plus le sujet des personas. Donc, une fois qu'on a fait une analyse de l'existant, on peut avoir fait un audit, on peut avoir fait des benchmarks, on va essayer de se recentrer sur notre problème principal, notre sujet principal, qui est répondre à un besoin d'un utilisateur. Pour ça, on va essayer de se mettre dans la peau de l'utilisateur en créant des personas. Donc, les personas, ça peut être soit des personas qui vont être basés sur des données statistiques qu'on va avoir récoltées lors de tests utilisateurs, soit des proto-personas, et là, ça va se baser sur la connaissance de l'équipe, notre connaissance des utilisateurs, donc pas forcément sur des vraies données, donc il faut prendre en compte ce biais, mais qui vont quand même mettre un visage, mettre un corps sur les personnes qui vont utiliser le produit. Donc, dans ces personas, on va avoir des fiches qui vont à la fois avoir un aspect très proche du projet qu'on va réaliser, donc en essayant de mettre en avant ses attentes, ses objectifs, ses freins. Mais on va aussi ajouter des éléments qui vont être un peu plus larges, comme une photo, ses passions, sa personnalité, justement pour essayer d'incarner un peu mieux à qui on parle. Et du coup, c'est un outil qu'on va essayer de garder tout au long du projet pour pouvoir se rattacher en fait aux utilisateurs et pour toujours avoir cette idée en tête qu'on répond à leurs besoins et pas à un besoin qui est nous, les personnes qui travaillons sur le projet. Donc, une fois qu'on a travaillé sur ces personas, on va pouvoir les utiliser pour travailler sur ce qu'on appelle des parcours utilisateurs. Donc là, il y a plusieurs façons de nommer ces parcours utilisateurs. On peut entendre dans des projets expérience map, donc carte de l'expérience, scénario utilisateur, on peut entendre même du storytelling. Nous, on dit parcours utilisateur pour décrire tout simplement toutes les étapes par lesquelles l'utilisateur va passer pour répondre à une tâche ou à un objectif. Donc, les éléments principaux à mettre en place ici, c'est de savoir quelles sont les actions, quelles sont les étapes et quels sont les ressentis, les émotions, les irritants que les utilisateurs vont ressentir à chaque étape. Et ça va nous permettre après de déterminer des problèmes et déterminer des leviers pour pouvoir créer nos maquettes, aller plus en profondeur dans les différents objectifs, etc. Donc ici, ça peut être à la fois encore une fois, les parties prenantes du projet qui peuvent créer ces parcours. Et ça peut être aussi de l'observation sur le terrain selon les besoins. Donc, ça peut être on observe l'utilisateur utiliser le produit. Et par exemple, dans le cas du screen qu'on a ici, on a vraiment observé l'utilisateur, on a pris des photos, etc. Donc, ça a une notion moins biaisée, on va dire, plus précise. Mais après, on peut aussi chacun connaître très bien l'expérience d'un outil si on est nous-mêmes utilisateurs. Voilà. Pour donner un exemple,
ici, on a un exemple de parcours utilisateur pour une assurance habitation. Donc là, ça montre qu'on peut vraiment aller en détail grâce à cet outil de carte de l'expérience, de parcours utilisateur. Et on voit qu'on a, en plus des actions et des émotions, on va aussi avoir les points de contact. Donc savoir si les utilisateurs vont être en lien avec le site internet ou en lien avec des conseillers, en lien directement en se déplaçant dans une boutique ou dans une agence. Et en ressortir donc des verbatims, des points noirs ici, des enchanteurs, donc des points positifs, qui vont nous amener donc voilà à mettre le doigt sur des leviers et sur des pistes de solutions même. Donc ici, on peut très bien l'utiliser à la fois pour faire des expériences idéales, mais aussi des expériences actuelles. Donc ça dépend un peu des objectifs qu'on va avoir derrière quand on fait cet exercice. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir l'expérience globale, de ne pas se concentrer sur uniquement notre produit, qu'est-ce qui va résoudre comme problème. Par exemple, ici, pour le cas d'une assurance habitation, on va avoir admettons, on a un sinistre dans notre habitation, on ne va pas directement forcément aller sur le site, mais on va téléphoner le conseiller ou on va avoir d'autres biais pour accéder à notre besoin. Voilà. Je fais juste ça. Donc voilà, ouais. C'est hyper puissant, effectivement, dans le cas d'une refonte de site, quand vous remettez un peu tout à plat, pour avoir quand même l'expérience utilisateur, si c'est une refonte de site, elle a normalement déjà été un peu pensée dans son pendant physique. Et donc, cet exercice qui peut se jouer sur, je dirais, voilà, 2 à 3 ateliers, ça dépend de la globalité de la longueur du parcours et des complexités que vous avez entre rejoindre l'utilisateur et, comme le disait très justement Rosalie, et vous aussi, les forces qu'il y a dans votre organisation, le système juridique, des retours utilisateurs, des conseillers, et donc de retracer comment on arrive à créer des opportunités et donc des nouvelles fonctionnalités pour aider aussi les personnes qui travaillent dans votre organisation. Ce sont aussi des utilisateurs. On a l'utilisateur final, mais évidemment que c'est aussi pour aider à fluidifier vos process internes. Donc, exercice très puissant qui demande quand même pas mal de complexité d'animation parce qu'il faut mettre pas mal de personnes, de corps de métiers différents. Évidemment qu'on vous conseille très, très fortement à ces ateliers d'inviter des utilisateurs et si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas très grave, mais normalement, l'UX designer est le porte-parole, mais il a tout de même lui aussi ses biais. Et donc, on conseille très fortement de garder dans même tout atelier utilisateur au moins une personne qui est un peu fraîche, même si son point de vue va être un peu naïf, il va faire redescendre parfois des questionnements qu'on va avoir et où on ne sait pas trancher et où c'est bien d'avoir un utilisateur qui est frais et qui va vous dire mais en fait moi je ne me pose pas ces questions-là, vous cassez trop le cerveau et donc c'est très utile de les avoir. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette partie un peu plus large, on va essayer d'entrer dans la conception, dans le vif du sujet, et on va commencer par le travail de la hiérarchie d'information. Encore une fois, lors d'une refonte, c'est pas inévitable. On peut aussi aller directement sur une refonte graphique, mais si on veut travailler la hiérarchie d'information, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode du tri de cartes, tout simplement. C'est une méthode qui se rapproche du brainstorming, où on va avoir un certain nombre de cartes qui vont être énumérées avec les contenus, que ce soit les contenus, les services ou les besoins des utilisateurs. On va être après amené en deuxième étape à regrouper ces contenus et après à nommer chaque partie. L'objectif ici, c'est pas d'avoir un rendu final validé avec toutes les personnes qui vont être présents, mais plus d'avoir une idée un peu de comment on va pouvoir après retravailler de notre côté l'arborescence. Encore une fois, ça peut être fait avec des utilisateurs finaux, mais aussi avec les parties prenantes du projet. C'est toujours un peu ces deux possibilités dans les ateliers UX.
Donc, une fois qu'on a fait ce tri de cartes, on va pouvoir retranscrire du coup cette hiérarchie d'informations sous forme d'arborescence. Nous, on utilise l'outil Xmind, mais il y a sûrement d'autres outils pour pouvoir la visualiser. La particularité de cet outil, c'est qu'on va avoir une vision très globale des différents niveaux de navigation, des différents niveaux d'arborescence. On peut avoir un niveau, deux niveaux, trois niveaux, ça peut aller très très loin. Cet outil et cette vision n'est pas forcément un livrable qui va être figé dans le temps. Il va pouvoir après être retravaillé, puisque en fait tout le travail de nommage des pages, nommage des contenus se fait parfois en parallèle du travail de conception des maquettes. Mais c'est quand même d'avoir un référent au moins sur les 2 premiers niveaux, qu'est-ce qu'on va retrouver, pour qu'on puisse après valider ces éléments-là pour pouvoir après recréer la navigation de façon logique. Voilà, il y a des particularités. Cet outil n'est pas forcément très facile à prendre en main, puisqu'on ne va pas facilement avoir une vision du site internet à travers cette façon de voir un peu toile d'araignée. Mais c'est assez utile pour au moins travailler ensemble sur quelle page il y a après quelle page. Donc, une fois qu'on a défini ces entrées, ou en tout cas ces premiers niveaux d'entrée, on va pouvoir travailler sur les wireframes. Alors, schéma assez simple de différents types de wireframes et de maquettes, puisqu'en fait, on va pouvoir passer par différentes étapes. On peut avoir des wireframes qui vont être uniquement à la main, où on va faire un croquis de nous au feutre sur notre feuille. Après, on peut aller jusqu'au wireframe haute définition, où il va y avoir vraiment du vrai contenu, les éléments qui vont être placés sur la page en noir et blanc toujours, hein, mais qui vont être bien placés au bon endroit. Et après, on peut avoir aussi les wireframes qui vont être fonctionnels, cliquables, sur lesquels on va pouvoir faire des tests utilisateurs après. Et enfin, on va avoir l'étape UI, design graphique, qui va rajouter aussi une certaine forme d'ergonomie par le biais des couleurs, des typographies et globalement l'identité du site internet. Pour préciser, je sais pas, j'ai pas du tout précisé exactement ce qu'on entendait par wireframe, mais en gros, là, à gauche, on a un exemple de wireframe. Donc, ça va être vraiment l'emplacement des contenus. On va pas avoir d'image, on va pas faire de choix graphiques. Et après, à droite, on a la version design graphique. Donc, on peut voir qu'il y a des boutons qui peuvent être déplacés, mais qui restent dans la zone que les wireframes a définie. Par exemple, le menu qui était en dessous du logo et là qui se retrouve à droite. On va avoir aussi, par exemple, les filtres qui ne fonctionnent pas exactement pareil, mais l'idée des wireframes, c'est vraiment de placer les éléments et de définir. Ici, par exemple, c'est les actualités. On a une actualité à la une, on a un titre, on a des filtres. Voilà. Et on a une navigation qui est dans cette hiérarchie-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ces prototypes ou ces maquettes finales, on va pouvoir les tester. Et là, on va passer très rapidement puisque c'est un sujet vraiment précis et avec énormément de détails. On pourrait faire un webinaire là-dessus. Mais en gros, on a pas mal d'étapes à passer pour faire des tests utilisateurs, notamment la définition de la méthode, parce qu'il y a plein de méthodes différentes pour faire des tests, que ce soit en présentiel, en distanciel, que ce soit avec des groupes de gens ou avec une seule personne. Enfin voilà, il y a plein de manières. Ensuite, on va évidemment devoir définir nos cibles et les recruter. Donc ça demande quand même des moyens. Il faut prendre le temps de faire un protocole qui respecte tout un tas de règles pour que ça soit pas forcément biaisé dans les questions qu'on va poser. On doit aussi créer le prototype, donc ça prend du temps aussi parce qu'il faut que les maquettes soient liées entre elles pour qu'on puisse cliquer, pour que l'utilisateur ne soit pas perdu en se rendant compte qu'il y a des choses qui ne sont pas cliquables et il ne soit pas frustré, que ça rajoute pas un biais dans le test, etc. Ensuite, évidemment, il y a la passation des tests et la restitution et l'arbitrage qui va se faire après avoir pris des notes sur notre grille d'évaluation et le choix des corrections et les corrections en elles-mêmes sur les maquettes. Donc, c'est un cycle qu'on va pouvoir répéter en fonction des différents besoins de problèmes sur lesquels on ne serait pas sûr d'avoir des réponses uniquement avec l'expertise UX, mais sur lesquels on aurait vraiment besoin de l'avis des utilisateurs.
En termes d'échange avec vous, clients, comment on travaille ça? C'est que la définition de la méthode de test, elle est faite généralement en amont, quand on a échangé sur vos besoins. Mais évidemment qu'après, on fait quand même un brief pour bien se remettre en tête vos attentes en termes de tests. Qu'est-ce que vous voulez vous évaluer? Est-ce que voilà, c'est plus d'un point de vue je veux comprendre ce que fait l'utilisateur ou je veux comprendre où est-ce que ça bloque parce que j'ai besoin d'augmenter mon taux de conversion. Donc, c'est là où on va le faire. On va aussi, pendant cette phase-là, parler du recrutement. Est-ce que vous avez un pool d'utilisateurs en place ou est-ce qu'il faut aller le recruter? Ça, du coup, c'est pas exactement le même brief. Le protocole du test fait partie à lui-même, après le brief, 1 à 2 itérations avec vous pour échanger sur effectivement ce que disait Rosalie, ce protocole qui est hyper important, qui va être vraiment la grille d'analyse, qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur de faire. Et à la fin, après, on se revoit après la passation pour effectivement vous parler des arbitrages et en fonction de la durée des tests, si c'est des tests sur, par exemple, sur 2 jours, on fait quand même un micro débrief de comment ça s'est passé avec 2-3 enseignements, mais qu'il va falloir venir après étayer pour la résolution, la restitution. Voilà. Donc, voilà pour la refonte. Dans le cas de l'optimisation d'un existant. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de tout reconstruire, c'est uniquement d'aller trouver des fonctionnalités, des éléments précis sur lesquels on aurait envie vraiment de retravailler, qu'on aurait envie de retravailler. Ici, du coup, on va se concentrer dans les étapes sur l'analyse de l'existant, puisque dans le cas où on a envie de retravailler une fonctionnalité ou une partie d'un site, l'analyse et l'audit est la partie la plus importante pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a vraiment envie de changer et comment le faire sans que ça demande trop de moyens, puisque c'est souvent le cas lorsqu'on fait une optimisation, c'est qu'on n'a pas envie de tout refaire. Ensuite, on va voir ensemble aussi la partie prototypage UX/UI, puisque dans le cas où on refait pas tout, toute la partie prototype et maquette est faite de façon assez différente, puisqu'on a souvent déjà un socle qui fonctionne bien. Et ensuite, les études évaluatives quantitatives pour voir si ce qu'on a modifié et les optimisations qu'on a fait sont vraiment, ont vraiment bien fonctionné ou s'il y a un retravail à faire après. Pour l'analyse et l'audit ergonomique. Petit détail, pardon, excuse-moi Rosalie. On part du principe là que là, nous, par exemple, en tant que designer, on n'a pas participé à la refonte. Voilà, ça peut exister, mais c'est pour ça qu'on fait un audit ergonomique au début de cette phase-là, qu'on a choisi de vous présenter ce cas-là. C'est que vu qu'on l'a pas designé, on va l'auditer avec un regard expert frais. Ouais. Et du coup, dans l'audit, il peut y avoir des audits techniques, pas mal de différents types d'audits, mais en UX, c'est l'audit ergonomique sur lequel il y a aussi une partie graphique, mais voilà, l'audit ergonomique qui va nous permettre de mesurer de façon très mathématique les parcours, la navigation, le site internet dans sa globalité, mais aussi possiblement des pages précises du site. Donc ici, on va se baser sur des critères de Bastien et Scapin. Donc c'est des critères ergonomiques. On va avoir le guidage, la signifiance et les contrôles, la hiérarchie des informations, la charge de travail, l'homogénéité et la cohérence, et l'identité sur lequel on met l'accent pour parler aussi d'aspect graphique. Donc nous, on va travailler cet audit en prenant chaque page les unes après les autres et en prenant aussi la globalité du site et en allant mettre une note en fonction de ces différents critères et surtout définir si ces remarques sont soit positives, soit des problèmes majeurs ou bloquants, soit des problèmes modérés. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir après une grille
très précise de où en est le site et où est-ce qu'on peut vraiment améliorer des choses, si on n'a pas déjà une idée très précise de ce qu'on veut améliorer. Donc, en termes de conception UX/UI dans ce cas, souvent, on ne va pas forcément être amené à modifier les wireframes. On va directement utiliser le design system ou la façon dont les maquettes ont été faites avant. S'il y a des maquettes, on va réutiliser directement l'aspect graphique et on va le modifier uniquement cet aspect-là, sans passer par les étapes d'avant pour gagner du temps. Et puis, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de retravailler la structure globale de l'ergonomie. Donc, ensuite, sur cet aspect, je te laisse la main. L'analyse comportementale web, donc c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement, comme le disait Rosalie, après les correctifs, mais c'est un peu un principe qu'il faut mettre en place et qu'il faut réfléchir même avant, potentiellement même en refonte, pour que en amélioration continue, on ait donc des données qui nous permettent de comprendre ce que fait l'utilisateur. En gros, c'est une espèce d'alternative à faire des tests. Nous, on conseille évidemment toujours de faire des tests utilisateurs, mais si vous avez bien travaillé votre fonte et que vous avez travaillé sur un plan de tagage et que vous avez branché un outil comme Google Analytics ou Matomo, vous pouvez maintenant, et aussi d'autres outils, vous pouvez avoir des applications qui vont vous donner donc ce genre de données comme des heatmaps, des movemaps, des clickmaps qui vont en gros vous pouvez en gros lancer des campagnes et sur une tractation de cookies, on va pouvoir voir en gros un gros pattern de par exemple sur une page comment les gens scrollent. Donc, par exemple, voilà, là, on voit que les gens s'arrêtent à la première entrée et que de plus en plus, après, ça se refroidit. Donc, ce qui prouve que les gens s'arrêtent à la première zone et ne scrollent pas. Donc, ça nous donne une analyse de comment se comporte l'utilisateur face à l'outil qu'on a créé. Donc, on a cette version-là qui est une vue et la version d'à droite qui est une move map, c'est donc où est-ce qu'ils vont faire parcourir leur souris et où est-ce qu'ils vont cliquer. Donc là, on voit qu'il y a une zone chaude sur la gauche. Donc, mettons qu'on s'est dit qu'il y avait une navigation à gauche. On peut se dire, par exemple, là, que finalement, donc, elle est quand même assez visible et assez utilisée. Ça veut dire que notre hypothèse est bonne. Donc, c'est tout ce genre d'outils qui est hyper intéressant à utiliser. Tout de même, il faut laisser un peu de temps. Il faut, par exemple, si vous avez lancé votre site après une refonte, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats méga probants avant. Il faut laisser passer, je dirais, quand même 6 mois pour avoir des données assez consolidées d'utilisation pour pouvoir être tangible. Donc, c'est hyper utile, effectivement, pour définir des parcours utilisateurs. Puisque si vous vous êtes dit qu'en zone 3 ou 4, il y avait un truc hyper important et que personne scrolle, et globalement, vous avez un problème de parcours utilisateur. Donc, ça permet aussi d'optimiser l'étude de conversion, évidemment, vu qu'on simplifie les parcours utilisateurs, ou en tout cas de se dire que vos accrochages de conversion, vos call to action, il faut les mettre plutôt haut, ou trouver un moyen de retrouver un peu tout le temps de joncher des call to action un peu à chaque opportunité, donc après chaque contenu par exemple. Et évidemment, ça peut aussi servir à terme à améliorer la communication. Par exemple, sur le Move Heatmap, est-ce qu'on peut l'utiliser ça pour les textes? Est-ce que les gens se sont attardés sur des textes sur, par exemple, un message hyper important que vous vouliez faire passer? Si personne passe la souris dessus, vu que des études ont prouvé qu'il y a une corrélation entre la souris et l'œil, on peut commencer à se dire que votre message, il est peut-être pas assez perçu. Il faut peut-être faire des changements. Et sur les études évaluatives quantitatives, c'est un peu la même idée. Là, c'est avoir, grâce aux données de Google, voir où est-ce que les gens arrivent.
au niveau du trafic. Est-ce que, du coup, si vous aviez fait, par exemple, une landing page et que vous voyez qu'il n'y a pas de trafic sur cette page-là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et sur cette page-là, on peut aussi, avec ces méthodes-là, on peut faire de l'A/B testing. Donc, sur des problématiques de landing page et de wording, par exemple, essayer de tester avec un groupe utilisateur A et un groupe utilisateur B, de leur faire voir deux versions pour que vous puissiez comparer, par exemple, quel call to action a le plus de taux de clic. Là, c'est ce qu'on voit. Donc, à gauche, on a 7,81 et à droite, on a 0,23. Bon, on va se dire que le 7,81, il va mieux performer. Voilà, en fonction de votre problématique, c'est quand même des opportunités business qui sont assez grandes. Donc, ces méthodes-là sont effectivement en amélioration continue, hyper importantes. Ça, c'était pour la partie, la phase d'amélioration continue. Et là, on va voir donc la création de produits. Donc là, nous sommes tous vierges de tout propos. On ne connaît pas les utilisateurs. Et effectivement, il y a à la limite une idée qui a émergé donc de l'entrepreneur, de celui qui veut créer un nouveau produit. Et donc, comment on va faire? Donc, les étapes du projet, la stratégie UX. On va en recherche et définition, on va taper assez fort sur les interviews des parties prenantes. Voilà, donc l'entrepreneur, le CEO, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa vision pour son produit? Il faut s'immerger énormément dans ce cap-là, puisque c'est faire donner vie à une idée en produit digital. Donc, étape hyper importante, les interviews utilisateurs, qui peuvent être complétées par des études de terrain, anthropologiques. Donc, si on veut, par exemple, faire une application de réservation de coaching sportif et que vous n'êtes pas sportif, c'est quand même mieux d'essayer de faire l'expérience 3-4 fois pour vous rendre compte de ce que l'utilisateur va vivre, ou voir juste d'observer les autres utilisateurs et après de poser des questions à l'issue de ça pour comprendre qu'est-ce qui se joue en fait dans la réservation d'un coach sportif. Et ça, ça peut être interprété d'un milliard de façons différentes. Donc, très important cette phase-là. La définition de proposition de valeur, aussi une étape très importante pour bien fixer, surtout pour la création de sites, bien fixer quel est votre positionnement dans la galaxie des produits digitaux et pour pouvoir vous différencier de vos concurrents, puisqu'il y a évidemment pas il y a différentes applications et d'autres gens ont pensé à une application pour réserver des coachs sportifs. Après ça, quand on sait bien comment se positionner, sur quel avantage utilisateur, etc., c'est là où on va venir travailler les ateliers d'idéation pour concevoir les fonctionnalités clés, pour qu'on soit bien sûr votre designer donc de ce que vous voulez et que votre designer vous accompagne dans la création de ce produit. On passe la phase de conception de wireframe que Rosalie a expliqué. Et ce qui va être très important dans une création de site, ça va être de créer son identité. Si c'est un nouveau produit, c'est une toute nouvelle personnalité. Et donc, il est très important de bien soigner cette phase-là et donc le design system, qui après va vous permettre en gros de travailler avec vos équipes de dev et plus tard donc de faire évoluer le produit. On revient à la simulation qu'on a fait à la phase d'avant. Et après, donc évidemment des phases d'implémentation, etc., etc. Donc nous, on va venir faire un focus sur les interviews utilisateurs, la définition de la proposition de valeur, les ateliers d'idéation et la création d'une identité graphique. Donc les interviews décideurs, comme je l'ai dit, c'est effectivement primordial de se poser en tant que concepteur, designer, avec les parties prenantes pour pour comprendre les objectifs, quel est le business, comprendre les enjeux, quelles sont les contraintes, puisque c'est une première entrée pour avoir de la donnée pour créer ce produit.
Donc, c'est plusieurs interviews entre, je dirais, voilà, là, c'est à définir, mais entre plusieurs instances de gouvernance de votre organisation. Et après, là, ça dépend aussi de l'ampleur de votre organisation. Est-ce qu'on va aller voir directement le directeur général? Peut-être pas. Il a peut-être voilà, un directeur marketing ou un directeur de la communication. Mais ça vaut aussi le coup d'aller voir le directeur commercial pour voir, lui, quelle est sa vision, du coup, d'un point de vue en jeu business. Et donc, ça va permettre, en gros, nous, en tant que designer, de rallier tout le monde vers une même vision commune. C'est le but de ces interviews décideurs. Après, évidemment, voilà, ce qui est hyper important, donc on a la vision du produit, ce que les gens veulent d'un point de vue business et entrepreneurial. Maintenant, on va se confronter à la réalité et aux utilisateurs, puisque c'est de ça dont on se parle. Et ça, comme je l'ai dit, donc il y a toute une panoplie. On peut faire donc des interviews ou entretiens utilisateurs pour échanger. Et ça, c'est un peu comme les tests, c'est travailler de façon assez rigoureuse avec un protocole de test, protocole d'entretien. On a vu préalablement avec vous pour que ça réponde à des enjeux business. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez comprendre juste le contexte, comprendre d'où viennent leurs craintes pour bien positionner votre produit sur une crainte en particulier et pouvoir lui rajouter un plus produit? Ou est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a en tête sur telle fonctionnalité? Tout ça, voilà, c'est une granularité de tests, d'entretien qu'on peut faire pour essayer de comprendre et d'avoir le maximum de données possibles. Ça, si vous avez moins le temps, on peut condenser ces choses-là en focus group. Donc, au lieu de faire une interview, de faire par exemple 10 à 15 interviews pour comprendre des choses, on va prendre 5 à 10 personnes en même temps dans une salle. C'est effectivement un gain de temps, mais évidemment qu'on va avoir moins de données au final. C'est une question après d'animation, puisque dans un focus group, évidemment, vu qu'il y a des gens ensemble, il y a forcément des biais, des gens qui vont prendre plus la parole plus que d'autres, et donc du coup, on peut perdre l'opportunité d'avoir un superbe verbatim si on avait fait les interviews en individuel. Et la partie de droite, l'observation terrain, c'est ce que je disais. Par exemple, dans le cas où vous voulez, par exemple, faire une application de rendez-vous de coaching, la meilleure façon de savoir comment les gens utilisent un produit, c'est d'observer comment ils utilisent le produit. Donc, il y a des techniques. Vous pouvez faire un day in a life. Donc, ça veut dire que vous prenez rendez-vous avec un utilisateur, voilà, et vous le suivez un peu en arrière. Vous jugez pas, vous êtes un peu juste vraiment observateur et vous voyez comment il interagit avec le produit. Et après, vous faites un débrief pour essayer de comprendre. Et en gros, c'est un espèce de combo entre avoir observé et faire un entretien utilisateur. Donc ça, hyper important. Pour avoir assez de données, donc pour comprendre et poser des bonnes hypothèses, comme on l'a vu dans le double diamant, on va diverger pour avoir plein de données, plein d'hypothèses. Et donc, du coup, après, il faut bien converger pour bien se positionner sur la bonne proposition de valeur. Qu'est-ce que je veux résoudre comme problème à mon utilisateur? Qu'est-ce que j'essaye de faire? C'est une phase effectivement très complexe, mais qui est hyper importante pour qu'on n'ait pas de biais de communication et qu'on aille bien ensemble vers le bon cap. Donc, voilà. Là, il y a un atelier qui est très utile, donc qui est la proposition de valeur. On va avoir la carte de la proposition de valeur et le profil du client. Et c'est un peu essayer de faire se rencontrer les deux univers, les bénéfices et les problèmes que vous avez. Vu qu'on a fait de l'entretien utilisateur avant, on a déjà ces réponses-là. Les bénéfices qu'il attend, le problème à résoudre et ses aspirations, ses peurs, ses craintes, comment il se sent quand est-ce qu'il veut juste être en forme mentalement, est-ce qu'il veut perdre du poids, est-ce qu'il veut juste tester plein de choses, de la boxe, du fitness, du cardio, du Swedish Fit,
voilà, il y a plusieurs profils utilisateurs. Donc, ça, on va avoir le profil de l'utilisateur à droite. Et à gauche, du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider, pour après avoir donc votre proposition de valeur. Nous, on est sur tel bénéfice pour résoudre tel problème. Et on s'arrête là. Puisque sinon, le champ des possibles et essayer de faire un mouton à 5 pattes, on sait tous que c'est compliqué. Après, votre proposition de valeur va être diluée et vous allez ressembler au produit de l'autre. Et donc, vous n'allez pas émerger du bruit médiatique et du téléchargement. Ensuite, donc dans la création d'un produit, il y a évidemment la partie identité graphique. Donc, au-delà du site internet, on va créer un logo, on va créer parfois des packaging qui vont être en lien avec son produit, etc. Donc, l'idée du design system ici, c'est d'être cohérent entre toute l'identité graphique du produit et le site internet. Le design system, ça permet d'avoir un référentiel qui va mettre tout le monde d'accord sur quelles sont exactement les couleurs qui vont être utilisées, quels sont les différents composants du design system, comment on va articuler les éléments, quels vont être les fonctionnements, etc. des différents boutons, par exemple. Donc là, c'est à la fois utile pour garder une harmonie entre les différentes pages et les différents produits qui découlent d'un projet, et aussi, surtout, de garder dans le temps une cohérence à travers la vie du projet, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans, on a une base pour pouvoir garder, pour que toutes les personnes qui travaillent sur le projet soient d'accord sur comment utiliser ces éléments graphiques. Nous, on utilise, et beaucoup de gens utilisent l'atomic design. Donc, en fait, ça permet d'avoir un détail de chaque élément graphique divisé du plus petit élément au plus grand. Dans une page, dans un template de page, donc un gabarit qui peut être utilisé plusieurs fois dans un site, on va avoir différents organismes, c'est-à-dire des blocs, par exemple le header, un bloc de contact, un formulaire. Dans cet organisme, on va avoir ce qu'on appelle des molécules, du coup, dans ce concept, c'est du coup les boutons. Par exemple, dans un formulaire, il y a le bouton envoyer, il y a le champ de saisie, etc. Et dans ces éléments-là, on va avoir les atomes qui sont les couleurs, les tailles, les typos, les formes basiques, peut-être même les images et les pictogrammes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de garder ce fonctionnement pour pouvoir aussi être en corrélation avec le développement qui fonctionne aussi parfois de cette manière-là. Voilà. Dans ce design system, vous pouvez évidemment aussi rajouter les éléments graphiques, mais aussi les éléments de proposition de valeur que vous avez déjà identifiés pour que, pareil, vu que c'est quelque chose qui vit dans le temps et essayer de faire vivre des améliorations futures, qu'on ne perde pas de vue l'idée de base qui animait la création du produit. Voilà, c'est tout pour ce webinaire. Nous, évidemment, on peut vous accompagner pour vous aiguiller sur toute cette galaxie de méthodologies en fonction de votre problématique. Donc, voilà, en conseil, en stratégie UX/UI. Évidemment, la conception qui est notre cœur de métier, avec la direction artistique qui va bien pour fixer votre produit à votre identité, à la personnalité que vous voulez incarner pour toucher vos utilisateurs, vos consommateurs. Merci beaucoup. On peut passer maintenant, si vous le souhaitez, à la phase de questions-réponses. Encore un tout petit peu de temps. Évidemment, oui, comme Emmanuel vous le souligne dans le chat, la présentation sera disponible au lien qui est indiqué dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Vraiment, il y a un très, très court formulaire à répondre. Donc, nous, ça nous aide à avoir du feedback utilisateur. Là, c'est une nouvelle façon de jouer le webinaire des méthodologies UX/UI qu'on a testé pour essayer de faire des cas d'école. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé pour que nous-mêmes, on puisse faire de l'amélioration continue.
On va peut-être laisser une minute ou deux pour s'il y a des questions. Et sinon, eh bien, on se dira bonne journée et bon appétit. Question de Viviane. Avez-vous des évolutions en termes d'UX avec intelligence artificielle, des changements techniques ou méthodologiques? Alors pour l'instant, on n'a pas forcément de gros changements méthodologiques sur l'intelligence artificielle, mais ça va forcément arriver. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'outils que nous, on utilise pour les méthodos. À part des tailles d'outils, par exemple sur Figma, on a sur notre outil de conception, on a des aides qui nous permettent de gagner un peu de temps. Après, sur la méthodo, c'est ça. Après, sur les ateliers, on peut aussi avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont nous aider à regrouper des idées, qui vont nous permettre de rendre les phases de brainstorming plus rapides. C'est ça. Donc, c'est un peu les mêmes... dans d'autres domaines, on peut utiliser les mêmes techniques d'intelligence artificielle qui nous font gagner du temps aussi quand on doit rédiger des contenus aussi. On peut aussi s'en servir pour rédiger des faux contenus pour compléter tout ce qu'on utilise en lorem ipsum jusqu'à présent. Oui, si vous n'avez pas de concepteur-rédacteur dont c'est le métier ou du X-Writer pour effectivement utiliser ChatGPT avec un prompt assez intelligent pour dire donne-moi un texte pour promouvoir telle fonctionnalité. Et voilà, après, vous faites votre shopping dedans, mais ça fait quand même gagner énormément de temps à un designer qui serait un peu tout seul et qui serait vraiment multicasquette ou généraliste. Je crois qu'on a un article qui a été écrit par une collègue de notre équipe. Un webinaire aussi. Il y a eu un webinaire. Exactement sur cette question-là. Donc. Tout à fait. Vous pouvez vous y référer. Après, évidemment que les méthodologies évoluent. Comme le disait Rosalie, là, ce qu'on a noté depuis pas longtemps, qui était hyper utile, c'est sur FigJam. Il y a une petite intelligence artificielle qui nous permet de créer très rapidement, avec vos post-it digitaux, de faire en gros des espèces de patterns. Et ça peut être utile, par exemple, là j'y pense, mais pour mener un atelier de treat card, si vous le faites sur FigJam avec plein d'idées de contenu, et peut-être que ça va vous aider à créer, par exemple, le niveau de dessus, puis le niveau de dessus, puis le niveau de dessus. C'est des choses qu'il faudrait tester. Pour l'instant, on est effectivement sur une phase de test pour voir ce que ça nous fait gagner en temps pour effectivement pouvoir être hyper opérationnel sur la question. Oui, voilà. Puis l'inconvénient, c'est quand même qu'aujourd'hui, si on demande à une intelligence artificielle de faire une arborescence, par exemple, ça va être des choses très bateaux, ça va être très, très simpliste. Donc, ça ne remplace pas, évidemment, le fait de demander aux utilisateurs ce qu'ils en pensent, etc. Mais c'est vrai que ça peut... À l'avenir, je pense que ça sera plus perfectionné et ça pourra un peu plus être en détail et un peu plus complexe qu'aujourd'hui. C'est ça. Par exemple, sur une phase de direction artistique, si vous utilisez de la génération d'images, en plus, évidemment, des questions juridiques de reproduction, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre au brief. Et peut-être qu'on va vers un horizon où, en gros, dans le brief, on va peut-être se positionner sur des requêtes ou des prompts. Voilà, là, on invente, mais ça se profile, en tout cas, dans nos métiers. C'est des choses qu'on pourrait aborder de cette manière-là. C'est quoi votre prompt de référence qu'on peut utiliser pour avoir des keywords qui représentent votre identité graphique et votre personnalité? On en vient toujours un peu à la même histoire. Les IA vont être un outil pour nous faire gagner en productivité sans oublier l'intelligence collective. Merci pour cette question. Je descends. OK. Aurélie, bonjour. Où situer un projet qui est une amélioration de l'existant? Organisation du contenu, moteur de recherche, etc.
mais à réaliser dans une nouvelle interface. Eh ben, alors du coup, je ne comprends pas trop bien la question. Où situer un projet qui est une amélioration continue? Là, je réponds après, amélioration quand on a... continue et après une refonte ou après une création. Sans que ça soit vraiment une refonte, ça peut être un peu comme un entre-deux entre l'amélioration, l'optimisation d'un existant et la refonte. Et dans ce cas-là, on aurait besoin de peut-être passer plus de temps sur la partie création de wireframe et d'interface. Mais en effet, nous, on a situé en 3 grandes parties, mais tout peut un peu s'entremêler. Là, en l'occurrence, si on retravaille tout un moteur de recherche et toute l'organisation d'un contenu, mais par contre, on garde l'identité graphique ou l'interface. Ah non, du coup, dans une nouvelle interface. Bon, c'est difficile à dire, mais en tout Là, cas, on n'a pas trop de contexte, mais évidemment, en gros, c'est la méthodologie, voilà, Lean UX qui est en gros un bis repetita, si vous voulez faire de l'amélioration continue de votre produit. Après, oui, peut-être que la question, c'est aussi où est-ce que vous situez on casse tout et on refait tout, et là, on part en refonte. C'est plus une amélioration continue dans ces cas-là. Et donc, toc. Et dernière question. L'UX Writing, quand est-ce que ça s'applique? Ça s'applique. Donc ça peut s'appliquer dans les 3 cas là. Ça peut s'appliquer au tout départ. Alors, peut-être pas au tout départ. Alors, quoique, ça dépend, puisque si vous avez un produit, par exemple, qui est à haute valeur de contenu, qui est très marketé, ça vaut le coup en recherche utilisateur de comprendre ce qui se joue en termes de wording et ou en termes qu'est-ce qui joue dans la tête de l'utilisateur et qui va faire mouche après et qui va permettre à votre UX Writer de d'écrire le bon contenu, la bonne copie qui va venir incarner votre produit et lui donner une personnalité. Et donc ça peut valoir le coup. Après, voilà, c'est des arbitrages à faire parce que ça veut dire que vous allez demander à votre utilisateur, bon alors, de quoi tu as besoin pour cette fonctionnalité? Qu'est-ce que tu vois? Et en même temps, ça voudrait dire qu'il y aura une question. Comment souhaiteriez-vous qu'on vous communique sur telle partie de votre produit? Comment vous aimeriez qu'on vous parle, quoi? Voilà, pour essayer de comprendre ce qui se joue. Donc, il y aurait là. Évidemment, pendant la phase de conception de wireframing. En parallèle de cette phase, je dirais que ça se place en parallèle de la phase d'arborescence et de conception de maquette et de wireframe. Voilà. Voilà, c'est un travail. Et aussi, après, une fois que le site est implémenté, ça peut aussi être modifié à ce moment-là. Pour effectivement, dans l'amélioration, les microcopies, effectivement, tout ça. Quand on parlait d'A/B testing, et votre UX Writer, il va vous dire, on va tester tel wording et tel wording. Voilà. Il y a un webinaire sur ce sujet que nous avons fait, il me semble, l'année dernière. Merci. On va rendre l'antenne. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour les prochains webinars que nous affichons ici. Donc voilà, le jeudi 13 juin se jouera le webinar sur les collectivités pour une communication numérique éco-responsable des territoires. Le jeudi 27 juin sur le taux de conversion, voilà, comment décrypter le comportement de votre audience. Et le jeudi 11 juillet sur l'éco-conception, comment estimer l'impact UX/UI de votre produit numérique. Merci à tous. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qu'Emmanuel vous a donné pour accéder à la landing page pour récupérer la présentation et évidemment nous faire des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer encore une fois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.